que la Guinée a besoin encore de réformes dans le secteur. Et le plan de la République ne désigne pas sur les moyens, est engagé résolument pour porter cette ambition au-delà de ce que nous espérons aujourd'hui. Alors, une dernière question, et c'est par là que nous sortons. Et là, je m'adresse à nos citoyens guinéens que vous êtes. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Conakry, la capitale de la Guinée, d'où nous émettons en ce moment et nous intéressons à ce pays qui se prépare à un double scrutin législatif et référendaire reporté depuis le 1er mars et aujourd'hui encore on essaye de se pencher sur la question mais sous un prisme un peu plus avancé. Le président Alpha Condé peut-il ou va-t-il se présenter pour un prochain mandat? C'est la question que nous nous posons en revenant bien sûr pour rappeler que ce pays, de Ahmed Sékou Touré jusqu'au professeur Alpha Condé en passant par Dadis Camara, Lansana Conté et tous les autres, ce pays a toujours voulu préserver un acquis qui est très rare dans les anciennes colonies françaises. Il s'agit de ce pays qui s'est battu pour avoir son indépendance. Une indépendance bien sûr qui voudrait être réaffirmée en allant vers la souveraineté totale. Est-ce que la mouture ou plutôt le projet de la nouvelle constitution proposée par le professeur Alpha Condé est adapté à cette vision politique? On en parle avec nos invités. Et bien sûr, ils sont donc nombreux, habitués des plateaux d'Afrique Média. C'est un regard extérieur dans la politique et la géopolitique guinéenne et sous-régionale. Avec nous donc sur ce plateau, on ne présente plus un, nous sommes là depuis plusieurs semaines déjà avec lui. C'est notre consultant permanent, Maître Janvier Momo. Maître, bonsoir, bienvenue à cette édition.
Bonsoir, Monsieur Mohamed Bachir Ladan. Bonsoir particulier à tous les Guinéens, en commençant par ceux qui ont posé les bases fondamentales de ce pays. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir aux copanélistes que vous avez l'honneur de présenter. Bonsoir aux techniciens sans lesquels, dirais-je toujours, aucune émission d'Afrique Média n'est possible. Monsieur Bachir, je pense que le sujet est poignant, plus qu'important, parce qu'il est question de s'interroger sur ce pays-là, qui est la source nourricière du panafricanisme révolutionnaire, ce pays qui a œuvré pour la décolonisation totale de tous les autres pays. Je pense que la particularité de la Guinée est à respecter. Au cours de notre émission, nous allons nous atteler, tant bien que mal, à apporter des clarifications aux Africains, à dire la vérité aux Africains, parce que, comme d'habitude, la ligne éditoriale d'Afrique Média le prévoit, nous avons touché la chose du doigt. Nous avons touché la chose du doigt, c'est ce que nous dit Maître Janvier Momo. En tout cas, c'est toujours un honneur de vous avoir et un privilège surtout d'avoir à vos côtés un qu'on a l'habitude de voir depuis la capitale de Toumaï. Et c'est bien sûr Dr Yahibi qui est avec nous. Dr Yahibi, bonsoir. Bachir, une fois de plus, bonsoir. Merci de me convier en Guinée équatoriale pour Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. Vous avez déjà l'habitude de la Guinée équatoriale. Tout à fait, pour venir ici en Guinée-Conakry et éclairer encore, n'est-ce pas, nos lanternes. Avant mon propos, je voudrais d'abord remercier et saluer le peuple guinéen qui nous a accueillis, en tête desquels son Excellence Monsieur Alpha Condé, qui a voulu réellement que nous soyons ici pour essayer une fois de plus de discuter, d'avoir un débat sur la situation qui prévaut en Afrique et plus précisément en Guinée. Je remercie également les techniciens. Sans eux, nous ne sommes rien, et sans nous, ils ne sont rien. Ceux de Douala et également ceux qui nous accompagnent ici en Guinée-Conakry. Et déjà, pour vous dire que nous sommes dans la traçabilité, ou sur la traçabilité de feu Ahmed Sékou Touré, qui a été pour l'Afrique et pour les Guinéens d'ailleurs une source intarissable et qui nous a apporté la lumière et surtout la lumière du développement. Vous savez, il a lancé un mot, il disait vaut mieux vivre dans la pauvreté que de vivre dans la richesse. Je pense que en réalité, être libre dans sa pauvreté, voilà, et d'être esclave dans l'opulence. Et les Guinéens doivent aujourd'hui se frotter les mains par rapport à ces slogans. Et c'est celui-là qui a apporté d'ailleurs le mieux fondé de tous les Guinéennes et Guinéens. Une fois de plus, sans oublier celui qui est actuellement au pouvoir et qui ne fait que développer, une fois de plus, n'est-ce pas, tous les secteurs d'ailleurs, pour permettre aux Guinéens de vivre aisément et dans la liberté. C'est un point de vue. En tout cas, on en parle au cours de cette édition et bien sûr, il faut rappeler bien sûr qu'on fait ici allusion aux autorités qui ont, comment dirais-je, permis la présence d'Afrique Média. Bon, puisqu'on n'a pas été invité par les autorités, il faut bien préciser cela, pour éviter tout amalgame. Nous avons bien sûr sur ce plateau également un autre qu'on ne présente plus, habitué des plateaux d'Afrique Média, homme politique, analyste géopolitique. Il s'agit du président Bandakani qui est avec nous. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir. Bonsoir au peuple de Guinée, Guinée-Conakry. Un grand peuple. Et d'ailleurs, ça a beaucoup d'émotion que je suis dans ce grand pays. Mon copanéliste, Maître Momo, tout à l'heure, rappelait la résonance historique de la Guinée dans la galaxie panafricaniste. Depuis les temps les plus primordiaux du panafricanisme, n'est-ce pas, le moment guinéen, à travers Sékou Touré, est une séquence puissante, forte, qui a retenti dans tous les coins du monde entier. Oh, la Guinée, ce n'est pas n'importe quel pays, la Guinée-Conakry. Ce n'est pas n'importe quel pays dans le champ africain. Les Africains ne peuvent pas être indifférents au destin et au sort de la Guinée-Conakry. Ce n'est même pas une affaire. Peut-être les Guinéens peuvent être surpris de voir l'intérêt que l'Afrique accorde à ce pays. Non, il faut que la mémoire historique soit réchauffée pour que les gens comprennent que l'Afrique ne peut pas être indifférente au destin de la Guinée-Conakry. Donc, ça a beaucoup d'émotions que je suis ici, n'est-ce pas, invité par Afrique Média, qui est dans cette tradition, n'est-ce pas, du panafricanisme concret, d'aller sur le terrain, examiner les faits, afin de faire correspondre la théorie, n'est-ce pas,
au fait. C'était heureux d'être là. Je ne peux pas commencer sans saluer M. Momo qui est là depuis. Tout à fait. Je voudrais vous féliciter pour le travail. 3 semaines, mais voilà. Et je voudrais vous féliciter pour le travail qui a été fait. Vous avez déblayé le chemin avec les techniciens, tous ceux qui ont contribué. Je voudrais dire chapeau. Non vient seulement se joindre au travail qui a commencé. Je voudrais saluer mon ami Yaïbé, un grand politologue. Je suis très fier de partager le partage avec lui. Tout à l'heure, Bachir, j'ai été impressionné par votre entrée. Vous savez, il y a une atmosphère aujourd'hui, en Afrique en général, et en Guinée particulièrement, qui me rappelle l'atmosphère de 58. Laquelle, ça? Lorsque le grand Sékou Touré devait négocier l'indépendance de ce pays. Oui. Il faut rappeler que le PDG du Sékou Touré, du président Ahmed Sékou Touré, le PDG, le parti donc, le parti d'Ahmed Sékou Touré, guinéen, à l'époque, n'était que la branche locale du Rassemblement démocratique africain, qui était la première grande organisation panafricaniste d'Afrique. C'est-à-dire c'est le premier mouvement panafricaniste, c'est-à-dire qui assumait l'unité continentale du destin de l'Afrique et s'était organisé politiquement à travers un parti panafricaniste, c'est-à-dire implanté dans tous les pays africains. Il faut le rappeler. Et à l'époque, donc, il y avait un grand mouvement indépendantiste qui balayait tout le continent africain. Et le président Ahmed Sékou Touré a incarné ça à un niveau très élevé. Et vous savez qu'à l'époque, il faut rappeler, le président Ahmed Sékou Touré, il n'est pas le premier résistant de la Guinée-Conakry. C'est-à-dire avant lui, la Guinée-Conakry a une grande tradition de résistance à la colonisation, comme beaucoup de pays africains. L'Almami, Samori Touré, les Alpha Diallo, les Dino Salifou, les Zepela Pivi. Donc, toutes les régions de la Guinée, toutes les 4 régions historiques de la Guinée, ont marqué l'histoire de l'Afrique par des résistances. Donc, avec ce coup de tournée, ça va seulement culminer à un niveau, n'est-ce pas, à son point le plus élevé. Le plus élevé. Alors, quand vous reconnectez ça aujourd'hui à l'Afrique, à l'actualité de nos jours, mais le lien, il est parfait, Bachir. C'est-à-dire que vous voyez, ce contexte politique qui est en Guinée intervient au moment où l'Afrique est en train de négocier, de parachever son indépendance. Surtout l'Afrique du pré-carré français. Vous savez que le français est mort, on a coupé sa tête, il veut rebondir par une autre tête qui est le Corum, ça encore, on a coupé. Les Africains sont en train de négocier une deuxième indépendance. Et il y a une coïncidence avec, n'est-ce pas, ce contexte particulier qui est en Guinée-Conakry. Il faut que nous soyons capables de bien interpréter ça et de comprendre qu'une fois de plus, n'est-ce pas, le destin de la Guinée-Conakry et le destin de l'Afrique et le destin de tous les progressistes du monde entier se confrontent. Maître Momo, je reviens à vous. Avant de rentrer pleinement sur la question fondamentale que l'on se pose aujourd'hui, Alpha Condé sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle? Je voudrais que nous revenions un peu, maître, pour expliquer quand même les enjeux de tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Je pense que l'enjeu est unique. Il s'agit premièrement de consolider les acquis institutionnels, les bases fondamentale de la République de Guinée, posée depuis le 28 septembre 1958, date à laquelle ce peuple debout, au travers d'un référendum, a opté pour la souveraineté, l'indépendance et la liberté. C'est cet enjeu. Aujourd'hui, quand vous me posez la question sur cet enjeu fondamental, non seulement il faut consolider cet acquis institutionnel, mais aussi et surtout, en tant que pierre d'angle, en tant que base fondamentale de ce pays, le moment est venu d'y adjoindre les éléments qui bâtissent, constitutifs d'une maison, d'un pays bâti. Et je pense que de 1958 à 2020, beaucoup de choses ont été faites en Guinée. Et de 2010 à 2020, trop de choses ont été faites en Guinée. Il faut faire la particularité. Parce que pendant la Première République, de 1958 à 1980, nous avons constaté un pays qui a posé les bases fondamentales, la liberté, l'indépendance, les institutions, un parti-État, c'est-à-dire un parti qui avait la responsabilité historique de bâtir un État autour des idéaux qu'incarnait un homme. Oui. Alors, en 1984, lorsque Ahmed Sékou Touré décède, il y a
une autre constitution, une autre forme de république qui revient en Guinée. Malheureusement, et c'est le moment de le souligner, malheureusement, il y a eu non seulement dissolution de ce parti-État qui a présidé à la base fondamentale de cet État, mais aussi et surtout la dissolution du socialisme et de toutes les institutions. Bachir, quand on parle de dissoudre les institutions, c'est faire une révolution, c'est-à-dire il s'agit de déraisonner un navire qui était en haute mer. En haute mer, oui. Alors, heureusement, le peuple guinéen sait se reprendre. Les enfants d'aujourd'hui parlent de la remontada. Oui. De 2010 à 2020, il y a eu une sorte de remontada en République de Guinée équatoriale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est en Guinée-Conakry. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, c'est Guinée. Parce que les autres Guinées, il faut y revenir. Justement. Les autres Guinées, c'est Guinée-Bissau et Guinée équatoriale. Nous sommes ici en République de Guinée. La précision en vaut la peine. Alors, et quand je me reprends, je vous redonne la parole. Oui. Alors, quand on reprécise Conakry, c'est juste par rapport à ceux qui disent Guinée équatoriale. Un lapsus. Maître, vous reprenez. Nous sommes en Guinée. Et le peuple, vous le dites, a fait une sorte de remontada. Le peuple a fait une sorte de remontada. C'est quand même surprenant pour un peuple comme la Guinée. Quand vous regardez l'histoire de la Guinée, après Sékou Touré, tout a été détruit pour repartir à zéro. Le socialisme disparaît au bénéfice d'un libéralisme. Ainsi de suite. Donc, de 2010 à 2020, et je reviens là-dessus, en quoi a consisté la remontada? Premièrement, à revisiter les bases fondamentales qui étaient en même de propulser le pays au diapason des pays respectables dans le quota mondial. Oui. Et le professeur Alpha Condé, à ce niveau, il faut lui tirer un coup de chapeau. Pourquoi, Bachir? Parce que lorsque vous regardez les bases fondamentales qui sont à l'origine, qui sont la source du développement d'un pays, commençons secteur après secteur. Oui. Quand vous allez sur le secteur éducationnel, parce que commençons par l'éducation, parce que l'éducation c'est le plus grand héritage. Aujourd'hui on parle d'émergence, Bachir, si on parle d'émergence sans éducation, je pense qu'on est en train, c'est un leurre. Dans le secteur éducatif, lorsque vous voyez le nombre de lycées, collèges qui ont vu le jour depuis 2010 en République de Guinée, vous vous posez des questions. Alors, avant 2010, qu'était devenue l'éducation en République de Guinée? La Guinée était le seul pays africain où, partout où vous vous trouvez, vous allez rencontrer quelqu'un qui manipule la langue française avec dextérité. Donc, sur le plan éducatif, il y a eu, je dis bien, construction des établissements scolaires, rénovation de certains qui en demandaient, et surtout, un grand projet de technopole universitaire qui consiste à rebâtir les universités, chantre de la classe politique, la classe intellectuelle de demain. En novembre dernier, le professeur Alpha Condé, aux côtés de l'université Julius Nyerere de Kanka, a commencé à amorcer le projet de technopole universitaire en posant la première pierre de l'université de Kanka dans le site de Fadou. Passons côté éducatif. Lorsque qu'on a maîtrisé les paramètres éducatifs, il faut revoir la santé des populations. Alors, les Guinéens étaient habitués aux évacuations. Pour peu que des médecins ne savent plus quoi faire, il fallait tout simplement évacuer. Alors, de 2010 à 2020, il y a des hôpitaux qui ont été construits, qui ont été rénovés. Le pays s'est doté des capacités médicales avec un plateau médical appréciable capable de répondre à toute velléité en termes de maladies en République de Guinée. Entrons dans le secteur de l'économie. La Guinée aujourd'hui est le seul pays d'Afrique noire avec un taux de croissance constant et en parfaite
progression. J'ai dit c'est le seul. Afrique noire ou dans la sous-région? J'ai dit oui. d'Afrique noire. Ok. Lorsqu'on parle, on le compare avec le taux d'inflation. Oui. Quand on parle de taux de croissance, oui. il faut bien voir l'inflation justement. Il faut voir le taux d'inflation. Oui. Alors, la Guinée a les meilleurs paramètres, les meilleurs voyants à l'heure actuelle sur le plan économique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le chômage qui est ambiant, je le rappelle, est capable d'être résorbé si l'impulsion économique suit au niveau, si l'organisation en termes de recrutement suit l'impulsion économique que nous avons aujourd'hui au niveau de la République de Guinée. Alors, M. Bachir, de 2010 à 2020, la diversification du partenariat, qui coûte aujourd'hui très cher politiquement, il faut le dire, au professeur Alpha Condé, a permis que des multinationales s'installent en Guinée, non pour piller la Guinée, non pour faire des bilans déficitaires, si ce ne sont des bilans nuls, et justifier le non-paiement d'impôts, mais des industries qui non seulement payent des impôts, mais regorgent une grande partie du chômage. Alors, sur le plan politique, le parachèvement de cette remontada, c'est naturellement doter le pays d'une nouvelle constitution. M. Bachir, oui. C'est un projet que seuls les Guinéens ont le pouvoir d'approuver ou de désapprouver, parce que le professeur Alpha Condé leur a offert l'occasion de se prononcer à travers le référendum. Ce n'est pas une modification constitutionnelle, non, c'est un projet de nouvelle constitution qui n'est pas soumis aux représentants du peuple, comme on l'a vu partout en Afrique. Je dis bien partout en Afrique, et même dans le monde, parce que la Douma russe vient de statuer sur un projet. Tout à fait, il y a à peine 24 heures. Il y a à peine 24 heures de modification constitutionnelle. Mais en Guinée, fidèle à la grande tradition des référendums, le gouvernement guinéen a dit c'est le peuple guinéen seul, responsable, libre, indépendant depuis le 28 septembre 1958, qui décidera si oui ou non ce projet de constitution peut les intéresser en termes d'armes, en termes d'institutions capables de répondre et de compléter les outils de l'émergence de la Guinée qui sont déjà sur la table. Donc, à ce niveau, nous pouvons, sans risque de nous tromper, parler de cette remontada, c'est-à-dire de ce renouvellement, de ce rebondissement de la Guinée sur la scène politique, non seulement régionale, mais continentale africaine. Très bien, voilà qui est donc bien dit, du moins du point de vue de Maître Momo. Alors, docteur Yahibi, quand je me retourne vers vous, on a écouté tout à l'heure avec vraiment beaucoup d'attention les explications, l'analyse de Maître Momo par rapport à la situation actuelle en Guinée, en partant bien sûr des enjeux, jusqu'à tout ce que, du moins selon lui, le professeur Alpha Condé a pu présenter, a pu donner comme œuvre. Ce sont des acquis bien sûr, mais la démarche aujourd'hui, celle d'aller vers une nouvelle constitution, la démarche référendaire, comment comprendre qu'elle soit donc tant querellée? Eh bien, une fois de plus, merci encore Bachir, parce que je pense que le décor a été déjà planté depuis très fort longtemps. Et j'ai écouté avec passion les explications de Maître Momo. Et je voudrais ici rebondir, dire tout simplement que la chose a été déjà faite depuis les années de l'indépendance, c'est-à-dire ça fait déjà 62 ans que la Guinée a eu son indépendance. 62 ans, c'est déjà un âge majeur. Et je tiens ici à vous dire tout simplement qu'il y a le problème qui se situe en 3 phases. Nous parlions ici, n'est-ce pas, du politique d'abord, et après du politique, nous allons parler de la démocratie, parce qu'il ne faudrait pas qu'on cache cela. Et après la démocratie, nous allons parler de la souveraineté. Et je tiens ici à vous informer que le politique ne peut pas fonctionner sans la démocratie. Et aussi la démocratie ne peut pas fonctionner sans la souveraineté. Comment vous expliquez tout ça? Parce que, oui, c'est pour vous faire tout simplement comprendre que dès que la Guinée a eu au moins, n'est-ce pas, son indépendance, et
Il a acquis aussi, n'est-ce pas, sa souveraineté, et sa souveraineté qui le permet aujourd'hui d'avoir une vision avancée pour permettre au moins, n'est-ce pas, au pays de se développer. Ah oui. Ça, on ne peut pas le nier. Et nous savions aussi, quand nous parlons quand nous parlons, n'est-ce pas, de la dynastie, c'est-à-dire la bonne gouvernance, et nous pouvons comprendre que la bonne gouvernance a commencé déjà depuis très fort longtemps avec déjà feu Ahmed Sékou Touré, et ça a perpétué avec ceux qui le sont, n'est-ce pas, procédés. Mais maintenant, dans le cas de M. Alpha Condé, vous conviendrez avec moi exactement, c'est un homme qui a d'abord lutté pour le peuple guinéen, et il a lutté également aussi, n'est-ce pas, pour le peuple africain, parce que je tiens à vous informer qu'il y a plusieurs de nos compatriotes qui sont encore, n'est-ce pas, acceptés dans ces pays, pas comme les autres pays que je le sais parfaitement. Et ça fait en sorte que la démocratie est en train, n'est-ce pas, de s'enraciner à la Guinée, dans la Guinée, et pour permettre, une fois de plus, n'est-ce pas, pour juguler certaines situations économiques qui prévaut dans ces pays. Mais maintenant, il y a une seule chose que je voudrais vous dire, parce que Maître Momo parlait plutôt, n'est-ce pas, des écoles, de tout cela. Mais au départ, Ahmed Sékou Touré a voulu plutôt, une fois de plus, que notre langue vernaculaire prenne position plus que sur la langue française. Parce que, comment comprendre, on ne peut pas émerger lorsque nous parlons encore, n'est-ce pas, une autre langue, et surtout la langue française dans notre pays. C'est impossible, parce que pour que nos enfants repartent à l'école, il faut d'abord apprendre cette langue française. Or, si nous avions appris notre langue vernaculaire, je suis convaincu, peut-être, n'est-ce pas, ça pourrait projeter un peu loin notre développement, notre mœurs, notre culture. Et en réalité, nous les Africains, nous devons nous habituer avec notre culture. Essayez de nous dire donc en un mot que les efforts consentis par le professeur Alpha Condé sur le plan éducatif sont à saluer. Bien sûr, c'est à saluer, et c'est pour cette raison qu'il veut apporter au moins, n'est-ce pas, beaucoup de choses, n'est-ce pas, des éléments propulseurs au moins de la refondation. Si déjà monsieur Alpha Condé voudrait présenter le référendaire au peuple guinéen, parce que c'est une vision. Un peuple sans vision, c'est un peuple qui est voué à l'échec, automatiquement. Bon, il faudrait plutôt, n'est-ce pas, qu'il impulse encore un nouveau souffle, n'est-ce pas, à la Guinée, mais surtout en partageant avec tout le peuple guinéen les envies ou peut-être la volonté de faire progresser le pays. C'est dans cette optique-là, en réalité, je trouve que c'est une très bonne chose. Bon, mais maintenant, il faudrait que les Guinéens même comprennent, parce que l'impérialisme a aujourd'hui pris le pas sur tout ce que nous faisons en Afrique. Et il faudrait plutôt, n'est-ce pas, que nous sortions de l'impérialisme. Il ne faudrait pas qu'on laisse au moins, n'est-ce pas, l'impérialisme prendre possession des acquis que nous avons véritablement eus. Écoutez, j'ai souvent l'habitude de le dire. Vous savez, lorsque les poissons se trouvent dans la mer, ou peut-être, n'est-ce pas, dans une rivière, vous conviendrez avec moi que le pêcheur qui y arrive pour pêcher, les poissons penseraient que ces pêcheurs-là viennent, au moins, n'est-ce pas, les donner la bonté. Non, les pêcheurs ne viennent que pour essayer de les pêcher et de les mettre dans la marmite. Et c'est ce qui s'est fait en Afrique et avec les Occidentaux. Quand nous voyons au moins, n'est-ce pas, les Français, moi je vais pointer du doigt, quand nous voyons les Français qui arrivent chez nous en Afrique, les gens pensent que ces Français-là nous apportent au moins, n'est-ce pas, l'or et les diamants. Or, c'est faux. Parce que nous savons, les multinationales occidentaux qui viennent ici en Afrique, ils ne viennent pas pour nous faire du beau temps ou de la belle pluie. Ils viennent plutôt, n'est-ce pas, pour s'enrichir de nos biens et repartir chez eux pour encore une fois de plus impulser le souffle de développement dans leur continent. Nous, en tant que panafricanistes, nous voudrons plutôt, n'est-ce pas, développer notre pays avec tout ce que nous avons sur notre sol. Vous savez que l'Afrique est un continent qui a un sous-sol véritablement riche. Mais nous voudrons contribuer au moins, n'est-ce pas, au développement de notre pays. C'est un acquis pour que, enfin, que ce soit notre génération ne souffre pas. Si vous constatez aujourd'hui la génération aujourd'hui qui met sur les eaux glaciales pour arriver en Occident, parce que tout simplement, les Occidentaux, ils viennent, ils prennent tous nos biens et ils s'en vont investir chez nous. Et alors que nous voudrions aujourd'hui être des acteurs et non des téléspectateurs. C'est ça ce que je veux faire. Merci, docteur Yaïbé. Président Badakani, abordons avec vous les enjeux géopolitiques de la situation guinéenne. Ben, mon cher Bachir, vous ne pouvez pas aborder les enjeux géopolitiques si vous n'approfondissez pas, si vous ne renforcez pas, si vous ne roulez pas sur le terrain que Maître et Dr Yaïbé ont déblayé. Il vous a parlé de la remontada. Tout à fait. Bon, le mot à sa place? Ben, c'est sa paternité, apparemment. C'est-à-dire que la remontada, et qui me permet de parler plutôt d'un miracle. Oui. Sur le miracle. Et je reviendrai maintenant sur les enjeux géopolitiques. Il a posé les bases claires. Vous savez, si on dit qu'on gèle les cailloux sur un manguier lorsqu'il a des fruits, quand un manguier n'a aucun fruit,
personne ne s'intéresse à ce mangue. Vous voyez, les gens dans le quartier passent, mais dès que les fruits commencent à apparaître, vous voyez, les gens partent de loin. Et si par malheur, alors, les fruits de ce manguier sont succulents, vous qui avez planté le manguier là, vous n'aurez plus droit au chapitre. Vous n'aurez plus droit au chapitre. C'est le problème de la Guinée. Il y a quelques années passées, ce pays n'intéressait plus grand monde. Pourquoi aujourd'hui les yeux du monde entier, et en particulier la France, le docteur Yahiba a commencé, il faut le dire, la France, braquée sur la Guinée. Il faut expliquer ça. Professeur Alpha Condé, vous connaissez que moi j'ai été très critique envers lui. Tout à fait. D'ailleurs, je continue à garder ma critique, ma distance critique. Ouais. Mais il y a des faits qui s'imposent à vous. Lorsque ce monsieur prend le pouvoir, dans quel état se trouvent les infrastructures de ce pays? Dans quel état? À l'époque, moi j'étais au Cameroun, j'entendais, on disait que Conakry est la ville la plus sombre du monde. Moi j'étais au Cameroun, j'entendais ça. Il n'y a pas d'électricité. En 10 ans, ce monsieur a créé les conditions infrastructurelles pour que la Guinée aujourd'hui puisse disposer de près de 800 MW. C'est-à-dire, miracle, 800 MW. Barrage de Koleta, barrage de Swapipi. Et la Guinée va exporter l'énergie électrique vers les pays voisins. Je parle du Burkina, de la Sierra Leone, du Gambie, du Sénégal, même en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Bachir? En 10 ans. En 10 ans. Et il ne va pas s'arrêter là. Quand le maître a convoqué l'éducation, il a expliqué très bien l'architecture intégrée qui a été se mettre en place depuis les primaires, les maternelles, en passant par le secondaire, jusqu'aux technopoles universitaires. Mais là où la révolution d'Alpha est plus palpable, c'est qu'auparavant, comme dans tous les pays africains, c'était des écoles à vocation de distribution de diplômes aux gens. On appelle ça les formations diplômantes, qui permettent d'avoir des écrivains, des juristes, oui, des gens qui sont intelligents, mais à un moment donné, qui ne peuvent pas développer un pays. Voilà pourquoi, à un moment donné, ici en Guinée, lorsqu'il y avait les grands chantiers, on importait la main-d'œuvre. Ce sont les Sénégalais, on n'a rien contre eux, on parle de fer, les Ivoiriens et autres, et Burkinabés qui venaient travailler. Pourquoi? Il n'y avait pas d'ouvriers qualifiés. C'est-à-dire que le niveau intermédiaire, indispensable pour construire un pays, c'est-à-dire entre l'enseignement primaire et l'enseignement universitaire, le niveau intermédiaire, c'est-à-dire la capacité de pays à produire les ouvriers qualifiés nécessaires à son décollage économique et industriel, n'existait pas en Guinée. Mais le professeur a qu'on a réglé ça avec les écoles d'art et de métier. Oui. On est déjà à 6 dont les bases sont posées. Je crois une ou deux vont être réceptionnées d'ici l'année prochaine. Oui. Le reste va être construit. C'est une révolution. Parce que désormais, la Guinée va disposer d'ouvriers qualifiés pour amorcer son décollage économique et industriel. Au niveau des routes, révolution encore. On est aujourd'hui à 17 160 km de routes construites en 10 ans. Déjà construites. J'ai dit 17 160 km de routes en 10 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais vous avez beau être critique envers ce monsieur, les faits là vous interpellent. Les faits vous interpellent, ce n'est pas tout. En matière de télécommunication, le cadre sous-marin et le réseau métropolitain de Conakry ont réduit considérablement les coûts des appels. Et l'interconnexion des administrations aujourd'hui est une réalité en Guinée. Revenez en arrière il y a 10 ans, M. Bachir. Il y a 10 ans, revenez en arrière. Et le réseau Blackburn, notamment, 4000 km de fibre optique est en fin de construction. Revenez il y a 10 ans. Ça veut dire que les conditions de base de la digitalisation du pays sont posées. Vous connaissez ce miracle qu'il va encore faire? Vous me dites? En 2012, il décide, et c'est du génie ça, de décentraliser la fête de l'indépendance. Vous savez pourquoi? Ça veut dire que désormais, le professeur, il explique que chaque fête de l'indépendance sera précédée d'inauguration de nouvelles infrastructures dans un chef-lieu, dans une région. Oui. De 2010 à nos jours, 240 infrastructures ont été réalisées et ont changé radicalement la physionomie du pays. Mon cher Bachir, nous parlons de faits. Au niveau de la capacité du pays à accueillir, à attirer, on appelle ça un autre niveau d'attractivité du pays. En 10 ans, 5 hôtels 5 étoiles construits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Guinée peut accueillir les hommes d'affaires investisseurs qui viennent de partout dans le monde entier.
Et les grandes compétitions, pourquoi pas internationales? Alors que hier, il y a quelques années, il y a 10 ans, personne ne voulait venir en Guinée. Mon cher Bachir, personne ne voulait venir en Guinée. Je laisse les réformes au niveau des impôts. Je laisse les réformes qui ont permis au pays aujourd'hui d'avoir une crédibilité extraordinaire établie au niveau de ce que vous appelez bailleurs de fonds. Oui. Ce sont des faits, mon cher Bachir. Alors quand vous mettez ça de côté, et il ne s'est pas arrêté là, Bachir, au niveau de la agricole, une autre révolution. Vous connaissez le projet qu'on appelle Programme de développement agricole intégré de Guinée, PDAIG. 40 millions de dollars financés par la Banque mondiale, qui a pour ambition de révolutionner l'agriculture guinéenne, de manière à assurer l'autosuffisance dans le pays. Parce que ce sont des faits. Alors, vous allez me dire, quelles sont les conséquences géopolitiques? Et là, on en revient. Pour comprendre pourquoi, je lisais tout à l'heure, je lisais un document, un tabloïd, Afrique Média Tabloïd International, il faut le dire. Oui. Alors, vous posez une question, une question était posée dans ce tabloïd, on disait, pourquoi la Guinée fait peur? Oui, justement. Voilà la question. Pourquoi la Guinée fait peur? Qui a peur du retour de la Guinée sur la scène mondiale, sur la scène africaine? Qui a peur? Dans le tableau, vous n'avez pas répondu, parce que vous êtes des sages. Mais nous, ici, on est en train de faire un débat, il faut répondre. Qui a peur? Les forces... Il y a 2 concubins incestueux qui ont peur. 2 concubins incestueux. Les forces exogènes et les forces endogènes. Les forces exogènes, c'est particulièrement un pays qu'on appelle la France, qui ont fait de la Guinée leur marchepied et les relais intérieurs. Ils ont peur. Pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, il y a un grand débat. Et là, j'ai dit maintenant, c'est une dimension géopolitique. La question monétaire. M. Bachir, la question monétaire est un débat, c'est-à-dire particulièrement important, pour ne pas dire de vie ou de mort, aujourd'hui sur le continent africain. Vous savez qu'un des problèmes que le professeur Alpha Condé a aujourd'hui, c'est parce qu'il ne s'est pas aligné dans l'affaire qu'on appelle l'éco. Il a conservé la souveraineté monétaire de la Guinée, qui est un levier majeur de la consolidation de son indépendance et de son rayonnement économique. C'est-à-dire que tous les projets qu'il est en train de faire, on a oublié qu'on a créé d'eux, ça va être la mort. Je ne parle pas du transguinéen, ça va être la mort. Ça veut dire que si toutes ces conditions-là sont réunies, les Guinéens en ont sur moins 20 ans de croissance à 2 chiffres, avec un contenu réel, pas les croissances des casinos qu'on vend ailleurs. C'est-à-dire ça va être croissance à 2 chiffres avec un contenu réel. C'est-à-dire que la Guinée va... C'est-à-dire que ça va être la révélation du continent africain, de l'Afrique subsaharienne, dans les 20 ans qui viennent. Si tout ça est maîtrisé par l'archevêque, si ce référendum passe, si les Guinéens négocient bien ce tournant, voilà ce qui va arriver à leur pays. Mais il y a des forces géopolitiques, la prédation internationale ne peut pas accepter ça, M. Bachir. Elle va donc remuer ciel et terre pour paralyser le pays, la diviser davantage, remuer les contradictions internes. Et s'il y a un débat aujourd'hui qu'il faut faire en Guinée, c'est de sensibiliser les gens pour dire, oui, il y a les contradictions dans tous les pays. Ne laissez pas l'extérieur gérer vos contradictions. C'est ça le jeu aujourd'hui. Tous les pays du monde ont des problèmes. On peut comprendre qu'en Guinée, il y a une opposition pour qui nous avons du respect, qu'il y a des grands hommes, les Cellou Dalein Diallo, les Sidja Touré, tous ces gens-là qui animent l'opposition, qui sont des hommes de valeur. On peut comprendre aujourd'hui qu'il y a des contradictions en Guinée, comme partout. Mais ce qui est inacceptable, l'erreur à ne pas faire, c'est de laisser les forces extérieures, c'est de laisser les forces de la prédation venir prendre en charge les contradictions de la Guinée. Et c'est l'enjeu géopolitique de ce référendum. Mon cher Bachir, c'est l'enjeu. Donc vous voyez donc qu'il y a un grand débat économique en Guinée, comme il y a dans beaucoup de pays africains. Est-ce que la Guinée doit rejoindre l'éco ou consolider son indépendance monétaire? Qui est le levier? Ce qui distingue aujourd'hui la Guinée de tous les pays africains, du précaré français, c'est cette indépendance monétaire, entre autres, qui donne un avantage extraordinaire aux Guinéens. Moi, je suis arrivé ici, je vois le coût de vie. Mon cher Bachir, quand je compare le coût de vie en Guinée et le coût de vie ailleurs, au Cameroun, mon pays, il n'y a pas match. Les Guinéens on peut accéder à des biens facilement comme nous au Cameroun, à cause de la monnaie. Mais je dis, à cause de la monnaie. Donc, il y a des choses aussi que vous achetez très moins cher. Quand vous quittez la Guinée, vous allez ailleurs, mais les prix vous effraient. C'est l'avantage monétaire. Et dans la dynamique aujourd'hui, la dynamique économique, d'émergence, qui est le problème de la Guinée aujourd'hui, vous ne pouvez pas perdre votre souveraineté monétaire. C'est l'enjeu géopolitique. La France a intérêt à ce que la Guinée rejoigne cette affaire qu'on appelle l'éco. L'éco tel que M. Macron l'a bâti, c'est la mort de l'Afrique. Heureusement que les grands pays comme le Niger ont dit on enterre ça. Ils ont écouté la voix des panafricanistes, il faut enterrer cette affaire.
Et la Guinée a un avantage extraordinaire avec sa monnaie. Vous comprenez ça? Extraordinaire avec sa monnaie. Donc, Bachir, le problème géopolitique de la Guinée, ça retrouve, je vous ai dit que je retrouve ici l'atmosphère de 58. En 58, les pays africains négociaient leur indépendance, mon cher Bachir. Les pays africains négociaient leur indépendance. Et la Guinée, par le nom historique du grand Admé Sékou Touré, a libéré l'Afrique. Il faut dire, a libéré l'Afrique. Le nom de Sékou Touré est comparable à la nationalisation du canal de Suez que Nasser avait fait en Égypte et qui a eu un éclaircissement mondial. Ce nom-là est comparable à cela. Aujourd'hui, on est en face d'un référendum, n'est-ce pas, qui, s'il est bien négocié, bien maîtrisé, c'est-à-dire que lorsque ça va parachever toute cette dynamique économique de renaissance qui est lancée, je dis la Guinée va être une référence dans les pays africains. Très bien. Notre souhait, c'est que les Guinéens gèrent leurs contradictions eux-mêmes et que ça soit négocié avantageusement pour le pays. Merci, Président Bandakani. Maître Janvier Momo, comment gérer donc ces contradictions internes sans qu'il n'y ait de l'ingérence? Je pense que le plus grand reproche qu'on peut faire à la République de Guinée, c'est à tout moment, et à la faveur de la démocratie qui a impulsé ce pays, à tout moment, de rechercher le consensus. On ne gère pas un pays par le consensus. Et lorsque vous êtes habitué à gérer un pays par le consensus, que vous le vouliez ou pas, à un moment donné de l'histoire de ce pays, vous allez vous trouver face aux contradictions. Lorsqu'on gère un pays, on le gère d'abord avec la confiance et toute la force qu'on a. Et concilier les autres idées, mettre ensemble les autres idées, c'est un complément. La base, c'est le fondement de ce que vous avez pour développer un pays. En République de Guinée, lorsque vous posez la question comment faire pour gérer les contradictions, il n'y a pas un pays sans contradiction dans le monde. Il y a des contradictions partout. Particulièrement, singulièrement en République de Guinée, la principale contradiction aujourd'hui, c'est que le pouvoir de Sékou Touré est tellement convoité au point où tous les Guinéens veulent gouverner la Guinée. Précision pour ceux qui nous suivent, Sékou Touré, c'est le nom du palais présidentiel. Oui. Merci, maître. Tous les Guinéens, je dis bien tous les Guinéens, veulent gouverner. C'est vrai, la démocratie, c'est le gouvernement, le pouvoir de la majorité. Mais on gouverne à travers des représentants élus. Et lorsque vous êtes un chef d'État, l'État qui est élu, comme le professeur Alpha Condé en 2015, à un moment donné de l'histoire du pays, vous prenez vos responsabilités en main. Et ce consensus n'est pas, c'est pas une faiblesse non plus. Je l'ai dit, c'est en fonction des bases fondamentales qui ont été posées. La véritable démocratie. La véritable démocratie, c'est quoi? C'est écouter la voix du peuple et appliquer ce que le peuple veut. Vox populis, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, les contradictions de la Guinée, M. Bachir, résident beaucoup aujourd'hui en ce que beaucoup de Guinéens ne comprennent pas encore comment est-ce que la Guinée a traversé ce long désert pour se retrouver aujourd'hui vers un territoire qui reçoit des pluies en termes économiques, qui reçoit des pluies en termes sociaux, qui reçoit des gouttes de pluie en termes politiques. Si nous revenons sur le plan politique, il faudrait que ce soit clair et que ce soit clairement entendu. Le nouveau projet de constitution, M. Bachir, lorsque vous regardez le cheminement, il y a des consultations qui ont été menées par le Premier ministre chef du gouvernement, des consultations citoyennes, pour que les Guinéens rencontrés, les acteurs politiques se prononcent. Alors, quand vous voyez que certains n'ont pas voulu adhérer à ces consultations citoyennes, alors qu'ils avaient le pouvoir de le dire, de dire haut et fort en ce moment
qu'il faut changer le projet de nouvelle constitution, le reprocher, faire des recommandations ou me faire des prescriptions sur ce nouveau projet. Oui. Lorsque dans le schéma, les consultations citoyennes prennent fin, il y a un autre processus qui a été observé, à savoir les parlementaires et le président de la Cour constitutionnelle. Voilà un projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ce projet? Ils ont approuvé. Ils ont dit, à notre niveau, il n'y a aucune récrimination, sauf que, comme le président veut que ce soit le peuple en dernière analyse qui donne le quitus, qui donne l'onction, il faut bien qu'on passe par voie référendaire. Alors, quand vous posez la question dans votre, en disant, le professeur Alpha Condé sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle? Premièrement, il ne faut pas insulter le peuple guinéen. Parce que c'est ce peuple qui décidera si le professeur Alpha Condé sera candidat ou non à travers ce référendum. Parce que si le non prévaut, bien évidemment, le projet de nouvelle constitution sera voué aux gémonies. Oui. Il faudra revoir un autre texte qui va gouverner sur le plan institutionnel et politique la République de Guinée. Alors, pendant que vous poursuivez, c'est qu'il y a une précision. Alors, c'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas de dire que la Constitution est là. Il s'agit de demander au peuple si oui ou non il veut d'une nouvelle Constitution. Oui. D'accord. C'est ça le référendum. Très bien. Est-ce que le peuple a besoin de cette nouvelle Constitution? C'est pour cela qu'il faut faire une grande précision. Le peuple guinéen ne s'identifie pas aux partis politiques. Attention, l'élection référendaire, on n'a pas besoin d'avoir une appartenance à un parti politique pour aller au référendum. Encore que dans le bureau de vote, on ne vous demandera jamais la carte de vote pour que vous vous prononciez sur ce nouveau projet nouveau projet de constitution. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'élection du 1er mars 2020 avait un double objectif. C'était l'élection de ceux qui appartiennent aux partis politiques qui doivent décider, choisir leurs élus, c'est-à-dire les députés. Il y a un autre pan de cette élection qui concerne le référendum. Vous n'avez pas besoin d'être partisan de telles formations politiques pour participer au référendum. C'est pour cela que nous scandons qu'il s'agit à ce niveau du destin de toute la Guinée. Les politiciens laissent le côté civil et social des populations. Qu'ils abandonnent cela parce que vous pouvez aller voter, mettre un bulletin nul à ces législatives et vous prononcer de façon claire au niveau du référendum. Oui. Donc, je pense que le professeur Alpha Condé et son gouvernement, on ne peut pas lui dire aujourd'hui s'il sera candidat ou pas. C'est le peuple guinéen, souverain maître de son destin, qui décidera au cours du référendum si le professeur Alpha Condé peut, je dis bien, s'il peut être candidat encore, qu'il y a une autre étape, il faut qu'il soit investi par son parti, le RPG Arc-en-Ciel. Oui. Parce que le débat a été biaisé. Oui. On parle du troisième mandat. Non. Pour le moment, pour l'instant, le peuple guinéen peut dire non. Et le peuple a cette occasion, au cours de cette élection référendaire, de dire nous ne voulons pas du projet de nouvelle constitution. Pourquoi? Ceux qui disent que parlent du troisième mandat, ils ont fait une projection. En quoi consiste la projection? L'article 154 de la Constitution du 7 mai 2010, qui est applicable aujourd'hui, qui est l'émanation d'un Conseil national de transition à la faveur des accords de Ouaga du 15 janvier 2010. Alors, cette Constitution contient un verrou clair que le mandat du chef de l'État, c'est 5 ans renouvelables une seule fois. Oui. Et la modification ou la révision de cette Constitution ne doit jamais avoir pour objectif de modifier l'article 27 qui consacre la durée du mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois et surtout changer la forme de l'État guinéen qui est un État unitaire. Et à ce niveau, c'est le grand mérite
de cette constitution du 7 mai 2010, la forme de l'État. Oui. Pourquoi? Parce qu'ici en Guinée, vous avez des pays avec 256 tribus, 263 langues qu'on parle, mais en Guinée, vous avez 4 blocs. La Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. Alors, vous avez des groupes sociologiques, vous avez les Peuls, vous avez les Malinké, vous avez les forestiers et vous avez les Soussous. Alors, quand cette constitution prévoit qu'aucune modification ne doit avoir pour objectif de changer la forme de l'État, il faut saluer cette disposition. Parce qu'en Guinée d'aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, on parle de groupe linguistique. Quand vous présentez un personnage, tout de suite, on vous dit il est de. Il faudra que cela disparaisse. Pourquoi? Parce que c'est cela, c'est cette considération, c'est l'exponentialisation de cette considération va créer un jour en Guinée le dysfonctionnement de l'État unitaire et nous pouvons avoir peur des micro-États qui peuvent se créer au bénéfice de l'impérialisme. Donc, M. Bachir, le professeur Alpha Condé, pour le moment, non seulement s'il se proclame, s'il dit qu'il est intéressé par le 3e mandat, ça veut dire que c'est une insulte pour le peuple guinéen. Par contre, à l'issue du référendum, si les Guinéens votent pour un oui à une nouvelle constitution, alors les cartes sur la scène politique changent. On repart à zéro. Il faut repartir et consulter ce nouveau projet de constitution qui proposait 6 ans renouvelables une fois pour les mandats présidentiels. Et revenons, M. Bachir, et je suis par là sur ces mandats, le nombre de mandats. La géopolitique mondiale aujourd'hui a compris, avec l'éveil de la conscience africaine, qu'il faut actionner non les foyers de déstabilisation anciens, connus, empiriquement connus, mais qu'il faut créer d'autres, c'est la limitation des mandats. Quand vous voyez les régimes stabilisés, les pays qu'on dit riches aujourd'hui, M. Bachir, ce sont des pays qui se sont construits. Cette richesse s'est construite avec des mandats présidentiels, conséquents. Je dis des mandats présidentiels conséquents. Aujourd'hui en Afrique, vous parlez de 4 ans, 5 ans. Oui. Est-ce qu'un chef de l'État peut développer un pays en Afrique en 5 ans, président Bandakani, le temps de monter les dossiers de financement, le temps, dans d'autres pays, les États-Unis et tous les autres, ils sont capables, même 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une fortune qui a été constituée. Nous, il faut aller vers la coopération. Il faut monter les dossiers de financement. Ils prennent combien de temps? Ils se concrétisent en combien de temps? Les financements sont positionnés en combien de temps? La mise en œuvre, c'est en combien de temps? En clair, il faut revoir la question de ces limitations cela veut dire tout simplement que les Africains doivent pouvoir comprendre que les régimes stabilisés aujourd'hui sont des régimes qui, à un moment donné, ont permis aux visionnaires d'établir leur politique sur un temps pour développer le pays. Merci Maître Momo. Alors, il nous reste 10 minutes avant la fin de cette émission. Docteur Yaïbé, le professeur Alpha Condé, pensez-vous qu'il faille qu'il aille vers un 3e mandat, même si, il faut bien le préciser, jusqu'ici, il n'a jamais dit qu'il voulait d'un 3e mandat? Bon, moi je vais aller tout droit au but. Je vais d'abord commencer par ceci. La première des choses, il faudrait que les Guinéens puissent comprendre, c'est la conscience politique. Où est-ce qu'ils veulent aller avec leur pays. Et la deuxième des choses, nous avons vu au moins, n'est-ce pas, le débat qui a été constructif et fructueux, par rapport à ce que nous avons développé. Nous avons constaté également les faits qui ont été, n'est-ce pas, établis dans ce pays. Par qui? Par Alpha Condé. Parce que moi, je juge plutôt, n'est-ce pas, le maçon au pied du mur. Et en réalité, en 10 ans, il faut reconnaître ce que M. Alpha Condé a fait pour les Guinéens et pour son pays. C'est un nationaliste. Il n'a pas voulu orienter à peu près, au moins, n'est-ce pas, l'économie vers d'autres cieux. Mais il a voulu, au moins, n'est-ce pas, les préparer pour la Guinée. Et la troisième des choses que je voudrais dire ici, c'est peut-être de demander aux Guinéens de chercher à comprendre les actualités de leur propre pays. Parce qu'ils veulent être président étant jeunes, parce que c'est le cas Macron, pour ne pas, au moins, n'est-ce pas, perdre de vue cette situation.
tous les jeunes veulent être aussi président parce que Macron a été président étant jeune. Et c'est ça qui fait encore couler de l'encre dans certains pays. Où je vais aller tout juste à côté parce que M. Ouattara a décidé de ne plus, n'est-ce pas, poser encore une fois plus tard sa candidature pour le 3e mandat. C'est ça qui alimente à peu près la politique guinéenne. Il faudrait mais les réalités ivoiriennes ne sont pas forcément les mêmes qu'en Guinée. Ce n'est pas parce le que même exemple aurait pu être pris au niveau de la Russie par rapport aux États-Unis. Effectivement, vous avez vu en 24 heures, parce que déjà, on donne le quitus encore une fois de plus à Vladimir Poutine d'être président jusqu'à 2036. Oui. Cela veut dire, en réalité, il faudrait les ramener à peu près en Guinée et faire savoir au peuple guinéen, il faut choisir ce qu'il faut et il faut mettre qui à la place qu'il faut. Et en réalité, moi je soutiens personnellement, parce que je sais que Alpha Condé, moi je suis tchadien, Alpha Condé est guinéen, mais en réalité, c'est celui qui est à l'extérieur qui peut véritablement donner la vision de ce qui se passe à l'intérieur d'un pays. Parce que moi je vis ailleurs et je viens ici, je trouve qu'en réalité, ils n'ont aucun problème. Parce qu'en Guinée, il n'y a pas la rébellion, il n'y a pas une révolution, mais il y a tout juste, n'est-ce pas, une revendication politique. En réalité, c'est cela. Très bien. Merci Dr Yaïbé. Président Bandakani, votre dernière intervention, et puis on reviendra à refermer l'édition. Alors, beaucoup de choses ont été dites, et cela nous amène quand même à poser une question qui revient très souvent et qu'on essaye de reformuler. Les Guinéens, ou plutôt le président Alpha Condé, est-ce qu'il se trouve aujourd'hui dans une situation où il faut faire le choix entre le respect des principes démocratiques et la souveraineté de son pays? C'est un faux débat. Il n'y a pas de principe démocratique dans les pays africains qui sont des néocolonies. Les Africains n'ont pas encore libéré leur espace de vie. Ils n'ont pas encore libéré leur territoire. L'enjeu africain aujourd'hui, c'est la libération. Alors chaque pays se donne les moyens, en fonction de son histoire, et de ses contraintes humaines et géographiques, se donne la couleur à cette libération-là. On peut utiliser les performances économiques. Le temps est passé où on menait les guerres de libération, on prenait les armes. Oui. Mais si c'est nécessaire, on le fera. Les Africains ne sont pas des lâches. Aujourd'hui, les pays africains essaient, dans les contraintes internationales, d'articuler performance économique, n'est-ce pas, exigeant de libération. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui. Donc le débat, ce n'est pas président. Il y a quel principe démocratique à respecter? Où? Au monde, il y a la démocratie. La France, par principe démocratique, on entend par exemple cette question d'alternance au pouvoir, le respect de 2 mandats de 5 ans renouvelables une seule fois. Et puis, bon, ces derniers temps, quand même, on dit très souvent, le président Alpha Condé pourrait ou devrait, je reste dans les mots de ceux qui le disent, devrait copier l'exemple, par exemple, de son voisin ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, ou encore plus loin, le Mohamed Issoufou, qui a dit qu'il respecterait sa constitution et ne se présenterait pas, entre autres. Comparaison n'est pas raison, parce que ça fait qu'on n'est pas arrivé au pouvoir comme l'autre est arrivé au pouvoir. Nous ne voulons pas dire plus que ça. Très bien. Donc, pour dire quoi, Bachir? De quoi est-ce qu'on parle? Il y a la démocratie en France, il y a la démocratie aux États-Unis, il y a la démocratie à l'ONU, une démocratie qui va détruire d'autres pays. Avec les présidents, leur coupe la tête, cause des guerres civiles avec des millions de morts. Une démocratie comme la France, tout à l'heure je parlais des États-Unis, c'est-à-dire une démocratie qui est élue comme président, monsieur qu'on appelle Bush. C'est vous rendez compte? Vous allez en Italie, la démocratie a permis d'arriver au pouvoir des gens comme Berlusconi. La démocratie a permis en France d'arriver au pouvoir des gens comme Sarkozy. C'est-à-dire, c'est comme si on saluait la démocratie qui a permis d'arriver au pouvoir d'Hitler. Quel est l'Européen aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, qui peut saluer l'arrivée d'Hitler au pouvoir? Il était arrivé au pouvoir par voie démocratique. Monsieur Hitler. Donc, lorsque vous avez un pays comme la France, qui prétend qu'elle est une démocratie, mais qui bloque l'essor des autres pays par la violence, c'est encore une démocratie? De quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi on s'est fixé sur la Guinée? Mais que les Guinéens ouvrent les yeux. La France a des relations extraordinaires avec l'Arabie Saoudite. Moi, je n'ai rien contre l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas une démocratie. Le Qatar n'est pas une démocratie. Mais la France est à genoux. Les Américains, les Français, les Européens sont à genoux devant ces pays-là. Ce sont des théocraties, particulièrement M. Bachir. C'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est une affaire que c'est selon la tête de quelqu'un. Donc, comme la tête du professeur ne plaît plus, actuellement, on centre la démocratie sur lui. Mais si la démocratie est universelle, mais qu'elle s'impose partout de la même manière. Le roi du Maroc, le Maroc c'est une royauté, mon cher Bachir. Est-ce que vous savez qu'au Maroc, permettez l'expression, on baise la main du roi?
Il est même commandeur de croyants. Ça rappelle l'Almami, c'est Touré à l'époque. L'Almami, c'est Touré, les Almamis, c'est-à-dire les gens qui cumulent le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Mais est-ce que la France s'empêche de magnifier le Maroc, de dire que c'est l'un des pays les plus émergents du monde? Mon cher Bachir, vous voulez qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, pourquoi cette insistance? C'est le cas de la Guinée. L'enjeu, ce n'est pas la démocratie. Et nous sommes là pour dire aux Guinéens, en toute humilité, qu'ils ouvrent les... L'enjeu, ce n'est pas là. L'enjeu, c'est qu'on a peur de l'émergence de ce pays. Ça va bousculer l'ordre des choses. Il y a des gens qui ont décidé que la Guinée les appartient. Il y a des gens qui ont décidé que ce pays ne va jamais décoller. Et ces pays-là, on les connaît. Ces puissances-là, on les connaît avec leurs locaux. C'est eux-là, ce sont ces forces-là qui brûlent la lecture des événements en faisant croire qu'il y a un problème de démocratie en Guinée. Il n'y a pas. La Constitution, Benoît l'a dit, c'est un brillant juriste. Les deux mandats, le mandat renouvelable une fois. C'est dans la Constitution. C'est terminé, c'est là-dedans. Donc on va encore brûler le pays, pourquoi? Les gens voulaient 2 mandats. Hein? C'est-à-dire, tu fais 2 mandats, tu pars. C'est dans la Constitution. L'affaire est réglée, non? Donc, le débat n'est plus là, parce que c'est déjà là. Vous allez brûler un pays pour ce que vous avez déjà obtenu. Sauf si, mon cher Bachir, sauf si on veut personnaliser le problème politique. Et là c'est plus le débat politique. C'est-à-dire on est en train de personnaliser que ça devient l'affaire de professeur Alpha ou l'affaire de Selou Dalen Diallo ou bien de Sidia Touré et les autres. Non, ce n'est pas une affaire de personnaliser. C'est le destin du pays qui est en jeu. La constitution, la nouvelle qui arrive là, cette constitution-là a déjà réglé l'affaire du mandat. Et moi je l'ai lu. C'est une bonne constitution. Mais ce n'est pas moi, je ne dois pas remplacer les Guinéens. Ils vont trancher dans le cadre du référendum. Mais nous on dit seulement que, attention, ne brûlez pas un pays pour ce qui est déjà là. Donc actuellement aujourd'hui, rien ne peut justifier que les Guinéens se dérangent encore. Ils ont déjà obtenu ce pourquoi on se bat. Maintenant, l'autre affaire où on dit que le fichier, nous on laisse passer de faire son travail. Bon maintenant, que la francophonie fiche le camp. C'est une organisation qui n'a pas de place en Guinée. Mais il faut parler de... Quand les gens dorment, on dit l'eau qui dort, il ne faut pas réveiller l'eau qui dort. Les Africains n'ont pas la mémoire fermée. Donc que la francophonie reste tranquille, elle n'a rien à dire à cette affaire. Donc la CEDEAO fera son travail et les Guinéens vont trancher. C'est ce que je voulais dire, Bachir. Par là, nous sortons. La France, aujourd'hui, la 40e République. 5e République. Elle demande une 6e République. Il faut changer la Constitution. Quel est le pays africain qui va aller se mêler là-bas? Non, on va dire à la France de voir comment cette Constitution est, quelles sont la virgule, est-ce qu'il y a point sur I là-bas? 5e République, ça veut dire qu'on a changé la Constitution au moins 5 fois. Si on prend pour référence la Première République, mais on est déjà à près de 100 révisions constitutionnelles en France. Pareil aux États-Unis. Maintenant, ne vous fiez pas aux histoires de 4 ans aux États-Unis. On parle. Le vrai mandat aux États-Unis, c'est 50 ans. Ça veut dire que ce sont les familles, les dynasties financières qui tiennent le pays. Et la rotation dans ces familles, c'est 50 ans. Donc, allez lire l'histoire des États-Unis. Allez voir les familles qui tiennent le pays. Depuis bientôt 200 ans que ce pays existe. Allez, vous allez voir ce que ça veut vous dire. Donc, ils ont un nom, les électeurs profonds. Voilà. Donc il faut que les Africains ouvrent les yeux. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Vous comprenez, M. Bachir. Donc, les panafricanistes ont déjà réglé cette affaire. Nous avons toujours dit que notre rapport à la Constitution n'est pas un rapport dogmatique. La Constitution n'est pas la religion, ce n'est pas une table de loi. Une Constitution, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Quand un pays sent que, pour consolider son progrès, quand un pays sent que pour passer à un autre niveau de son existence, il faut qu'il change la Constitution, il a le droit de la changer. Ce n'est pas un crime. La Constitution, c'est un moyen pour consolider l'indépendance, pour assurer la prospérité, pour garantir l'harmonie sociale. C'est la Constitution. Et donc il faut l'adapter aux réalités. À chaque fois, c'est un truc dynamique, ce n'est pas un roc rigide. La Constitution, c'est un instrument dynamique qui s'adapte à l'évolution. Donc, c'est pas la table de loi, même la table de loi change. Aujourd'hui, même les chrétiens vont dire que hier c'était la loi, aujourd'hui c'est le Nouveau Testament. Mais ça change, même la religion change. Donc, pourquoi on veut faire de la Constitution une fin en soi? C'est pas une fin. Pourquoi, Bachir? Nous venons de démontrer ici que la Guinée, et moi je suis prêt en tant que panafricaniste à débattre, à démontrer que si les Guinéens négocient bien ce tournant, je dis, ils ont 20 ans de croissance à 2 chiffres. Je dis 20 ans, je parle français, je dis 20 ans. Et pas une croissance artificielle, une vraie croissance. Donc nous on est prêts à faire pour démontrer cela, mon cher Bachir. Alors dis-moi, vous allez brûler votre pays alors que vous êtes à 2 doigts d'avoir une croissance pendant 20 ans ininterrompue qui va changer vos conditions de vie. Deuxième question, vous allez brûler votre pays alors que vous avez déjà obtenu ce pourquoi vous luttez, 2 mandats, on ne renouvelle pas. Vous allez brûler votre pays alors que votre constitution vous garantit une vraie décentralisation. Vous allez brûler votre pays alors que votre constitution vous garantit un équilibre de pouvoir réel. Moi j'ai lu cette constitution. Tout ça est dedans.
C'est une constitution qui n'a rien à envier aux constitutions prétendument les plus modernes, mon cher Bachir. Donc, les panafricanistes assument leur position qui est claire. L'enjeu aujourd'hui en Guinée, je vous ai dit, est-ce que la Guinée consolide sa souveraineté? Obtenue de haute lutte à travers le combat du grand Sékou Touré et consolidée à travers les régimes successifs. Est-ce que la Guinée va consolider son indépendance monétaire? On veut la ramener dans le faux écho-là. La Guinée dit non. L'enjeu, c'est ça. Et si la Guinée retourne là-bas, elle va perdre les 20 années de croissance qui se profilent à ce horizon. Donc nous, les panafricanistes, humblement, nous on dit, notre rôle, c'est d'informer la situation davantage et le choix reviendra au peuple guinéen. Merci à vous, Président Bandakani. Un grand merci à Maître Momo. Merci également à vous, Dr Yaïbé, à toute l'équipe technique ici à Conakry. Guinéen, vous l'avez suivi, aucune leçon, non, tout simplement un rappel de ce que représente votre pays aux yeux de l'Afrique, aux yeux de tous les Africains. Le combat, il part de plusieurs années et vous avez amorcé la libération à partir de 58. Ne laissez donc pas l'extérieur gérer vos contradictions. C'est ce que nous retenons de cette émission. Nous, on vous dit bonsoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.